M. Ruben Silva Valdés, ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, mais comme je le dis, ce n'est pas l'ambassadeur qui est là, c'est le sociologue, c'est l'historien, le spécialiste de son propre pays et surtout des relations haïtiano-dominicaines et des deux sociétés. Alors, pendant la première émission, nous avons surtout parlé de cette pensée de droite réactionnaire fasciste qui présente le Dominicain normalement comme un anti-haïtien. Et nous avons ébauché cette pensée progressiste qui a formulé l'histoire d'une nouvelle manière et qui l'a présentée d'une autre façon, d'une manière plus équilibrée, plus juste. Et nous allons aujourd'hui parler surtout du père de cette nouvelle méthode. Et nous allons parler d'Hugo Tolentino Dipp, qui a eu un mérite extraordinaire, comme tu l'as dit au début de la première émission. Et nous allons parler du professeur Juan Bosch et bien sûr de José Francisco Peña Gómez. Alors, Hugo Tolentino Dipp, parle-nous de lui. Hugo Tolentino Dipp, c'est un avocat. Il était fils aussi d'un intellectuel dominicain, M. César Tolentino. Et il était agronome et arpenteur, et c'est un géographe. Et c'est une famille, disons, d'origine arabe. Et bon, ils sont allés étudier en Europe. Et Hugo Tolentino, au moment où il est parti en Europe, en France, et les années 59, c'était les années de l'opposition de la jeunesse dominicaine à Trujillo. C'est l'époque où on a formé l'agrupation 14 de junio pour l'expédition contre Trujillo à partir de Cuba. Donc, tous les jeunes qui étaient à l'extérieur, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, avaient l'effervescence de la révolution cubaine à l'époque, et ils voulaient venir dans son pays pour libérer son pays. Hugo Tolentino, jamais il a été, disons, convoqué pour les armes, mais même s'il était très ami de José Cordero Michel, qui est venu dans l'expédition, mais en bref, il s'était formé comme marxiste, tous ces groupes-là. Donc, quand il est venu, il a été élève, il a fait ses études en France pour les droits et l'histoire, il a fait les études en Angleterre. Et son prof était Eric Hobsbawm. Donc, il était un prof... Oui, celui qui a écrit L'âge des extrêmes. Oui, donc il était bien formé. Donc, quand il est venu en République dominicaine, il connaissait déjà l'histoire dominicaine, il avait déjà une nouvelle vision de l'histoire. Donc, il a créé un groupe intellectuel. Et, bon, à l'époque de jeunes, ils ont commencé à se battre pour changer la vision de l'histoire. Il faut dire qu'il a gagné un prix qui a été convoqué par le ministère de l'Éducation. Il a gagné un prix avec un petit livre, c'est son première publication, sur la biographie de Luperon. C'était une biographie très nouvelle, tu vois, la vision de Luperon comme progressiste. Donc, il s'était formé comme un intellectuel important. Il était jeune à l'époque, il avait beaucoup d'influence dans les milieux de l'opposition à Balaguer, et après le Conseil d'État, etc. Donc, il s'était reconnu comme quelqu'un un bon avocat, un bon historien. Et c'est autour de lui que s'était développée cette nouvelle courante de la nouvelle histoire dominicaine. Tu vois? Ça a attendu, comme je te disais, le mouvement de la réforme universitaire pour pénétrer l'université, parce que l'université était encore sous contrôle de ces profs trujillistes. Donc, c'est à partir de là qu'il s'était connu, mais surtout, il était très reconnu pendant l'occupation américaine, parce qu'il a eu une relation très étroite avec... il était déjà très ami à José Francisco Peña Gómez, très ami à José Francisco Peña Gómez, parce qu'il était jeune aussi à l'époque, et il a eu une relation très proche aussi le docteur Jotin Curi, qui vient de mourir. C'est un avocat aussi qui était très progressiste, très intelligent, qui était député, un leader très fort, et ils étaient très amis, et on disait tout le temps que Hugo Tolentino était communiste. Jamais il était au Parti communiste, mais il était très, très progressiste. Alors, avec l'occupation américaine, il est devenu, avec Jotin Curi, comme assesseur de Francisco Alberto Camaño Deño. Et tous les domaines de la négociation avec les États-Unis, l'OEA, etc., reposaient sur les épaules de Jotin Curi et le jeune Hugo Tolentino. Donc, ils ont montré sa vocation nationaliste à l'époque de l'occupation américaine. Là, nous sommes en 65-66. 65-66. Donc, à partir de là,
Et bon, ils deviennent, c'est à partir de là qu'ils deviennent comme, disons, quelqu'un qui se met dans la politique, mais avec le PRD toujours autour de Peña Gómez. Parce que souviens-toi que Bosch n'était pas là à ce moment. Il est revenu après, avec les négociations, mais c'est avec Peña Gómez qu'il avait des relations plus fortes. Bon, il faut dire que à partir de là, il a eu toute une carrière intellectuelle. Il est devenu professeur universitaire, et après il est devenu vice-recteur académique, et après il a été recteur de l'université. Donc toute la réforme a été consolidée avec sa pensée. Il y avait aussi d'autres personnages. Il y avait le recteur Aybar Nicolas, c'était un homme aussi brillant. Il y avait plusieurs intellectuels à l'époque, tu vois, qui ont supporté ça. C'est tous de gauche. Et c'est le contexte où s'était développée cette nouvelle vision. Mais je vais profiter pour mettre aussi l'affaire Bosch et Peña Gómez, parce que Bosch, tu sais qu'il a gagné le pouvoir en 1963. Il a eu un coup d'État, et c'est après le coup d'État qu'on a Peña Gómez, quand Bosch était à Porto Rico en exil, Peña Gómez a organisé une conspiration civico-militaire pour retourner Bosch au pouvoir et mettre aussi sur place la Constitution de 1963. Peña Gómez a fait un travail très fin avec des jeunes officiels. Il a réussi à... Le jeune militaire. Des jeunes militaires, oui. Il a réussi à convoquer un groupe d'élite, tu vois, pour faire le coup d'État contre les putschistes. Bon. Quand il a fait ça, il a eu un mouvement populaire incroyablement fort. Peña Gómez a fait un appel. Il avait un programme à la radio, tu vois, à 1h de l'après-midi. De midi à 1h. Et quand il a fait l'appel à la population, on ne s'attendait pas à une réaction si pareille, parce que la masse du peuple tombait dans la rue. Et je dois te dire que je me sentais fier de cette situation, parce que Peña Gómez était très ami à mon père, et mon père était à l'époque membre du PRD. Alors... du Parti révolutionnaire dominicain. Dominicain, oui. Et alors, Peña Gómez, des fois, j'écrivais des petits articles pour le programme de Peña Gómez. Les biographies des patriotes dominicains, d'Edouard, de Luperon, etc. Et il lisait ça à la radio. Donc, le 24 avril, il nous a dit, toi et ton frère, tu m'attends à la radio en bas. Le 24 avril 1965. 65, oui. C'était un fameux jour, ce jour-là. C'était un jour, la station était à l'étage. Donc mon frère et moi, on était en bas dans la voiture. On a entendu l'appel que Peña Gómez a fait. Nous étions très très jeunes, avec la voiture déjà allumée. Quand on a entendu ça, et je me révolutionne encore, on a dit, bon, on a dit, llegó la révolution. C'est arrivé la révolution. Peña Gómez est descendu de l'escalier. On a ouvert la porte et dit, allez-y, tout droit, tout droit, tout droit. Donc on a sorti Peña Gómez de cette émission. Et pour moi et mon frère, c'était une épopée, tu vois, qu'on a vécu très très moite pour nous. Parce que c'était un moment historique. Oui, très contents. Donc à partir de là, on a eu beaucoup de relations avec le mouvement. Et bon, Peña Gómez n'a pas voulu éliminer Bosch. Tout le temps, ils ont placé Bosch à la tête des mouvements. Et aussi, ils ont réclamé la Constitution de 63. Donc, toute la négociation partait de que Bosch devait retourner au pays. Et finalement, on acceptait des élections. Bon, les élections, c'est ce qui s'était passé. Donc, encore avec l'occupation américaine. Juan Bosch n'a pas pu sortir de sa maison pour faire la campagne électorale parce qu'il était attaqué par les forces réactionnaires, attaqué avec des mitraillettes. Il a dû se défendre plusieurs fois, donc il a définitivement resté chez lui, il parlait à la radio. Donc il a fait la campagne électorale par la radio. Bon. Et dans ces conditions, évidemment, Balaguer s'est imposé. Après ça,
Bosch part en exil à nouveau. Balaguer reste dans le pays. Donc il reste responsable du PRD. Et Bosch s'en va à l'étranger. Et Bosch, il a développé sa pensée, disons, vers la gauche. C'est à ce moment-là qu'il va devenir ce qu'il appelle le marxiste caribéen. Caribéen, voilà. Et si tu veux, la vision des partis de libération nationale. C'est ça. Donc le Vietnam, etc. Donc il a parcouru presque tout le monde socialiste de l'époque et il devient un leader spécial de la gauche. Dans ces changements, cette métamorphose qu'a souffert Bosch, Peña-Gómez, il reste social-démocrate. Alors, il savait déjà une contradiction idéologique, tous les deux. Mais entre-temps, Peña-Gómez a favorisé l'entrée au PRD des militantes de la gauche dominicaine, plusieurs partis. Mais Bosch ne voulait pas mélanger le PRD avec la gauche dominicaine. Il voulait que le PRD soit le PRD seulement et pas avec la gauche dominicaine. Quand il est revenu, il a dit, je viens, tu sais que le symbole du PRD, c'est le buey, donc le bœuf plus fort. Il dit, je viens d'Europe, en République dominicaine, pour faire sortir les pouces du bœuf. Donc le pouce, c'était les gauchistes qui étaient à l'intérieur. Mais il était déjà à la gauche. Mais il ne voulait pas de ces partis-là. Il a une division très forte entre lui et Peña-Gómez. Et il a décidé de sortir du PRD, laisser Peña-Gómez social-démocrate au PRD, et la droite, comme il disait, et partir dans son parti nouveau, de gauche, Libération nationale, Donc il est parti, il a laissé Peña-Gómez tout seul. Mais de toute façon, Bosch, dans cette période de la construction d'un nouveau parti, parce qu'il avait fondé le PRD, il a développé sa capacité de professeur de la politique. C'est là où il a plus écrit des petites fascicules, tu vois, pour éduquer son parti. Donc il parlait de la lutte des classes, il parlait du matérialisme historique, il parlait de l'impérialisme, il parlait de tous les sujets sociopolitiques importants. Donc il a construit toute une vision, toute une doctrine de formation de jeunes. Donc il a, avec une patience... Avec une revue aussi, il s'appelait Politica. Oh, oui, c'est ça, la revue Politica, le journal Vanguardia del Pueblo. Donc il a eu une patience incroyablement grande pour construire une nouvelle vision. Donc ça, c'est une vocation démocratique. Tu vois? Ça, c'est une conviction des principes démocratiques. Donc Bosch, parce qu'il éduquait ses partisans, mais tout le reste recevait aussi ses livres, oui, ses enseignements. Donc, et je pense que ce sont les émissions de Bosch qui ont beaucoup aidé, qui ont plus aidé la jeunesse dominicaine de l'époque à développer une pensée politique, démocratique. Tu vois? Donc Bosch, c'est vraiment, pour moi, on revient au père de la démocratie. Alors justement, c'est le moment de parler des origines de cet homme, Juan Bosch. Juan Bosch Gaviño. Oui, Juan Bosch, il est originaire de la Vega, donc le Cibao central, la vallée de la Vega réelle. Et c'est le fils d'un Espagnol qui était, des Espagnols, des immigrants de l'époque. Sa maman était d'origine portoricaine, et ils étaient à la Vega. Et à un moment donné, Bosch, il faut le dire dans sa biographie, son papa, il a eu des problèmes politiques à un moment donné, et son papa est parti au Cap Haïtien. Donc les Bosch sont vécus au Cap Haïtien. Il y a même la mère de Milagro Ortiz Bosch, la sœur de Juan Bosch, qui est née au Cap. Milagro Ortiz, oui. Qui à certains moments a été candidate. Oui, elle a été vice-présidente en PRD. Bon, c'est-à-dire la famille Bosch a connu Haïti, ils ont vécu en Haïti, au Cap. Donc c'est pour cela que la vision de Juan Bosch sur Haïti était une vision très particulière.
parce que son enfance, il a passé 3 ou 4 ans au Cap. Il connaît la frontière aussi. Et il connaissait, voilà, il connaissait la frontière très bien, tu vois, à différence de l'autre. Tu vois. Donc, Bosch, en tant qu'intellectuel, très jeune, il se proclame anti-Trujillo. Même si Trujillo l'avait reconnu comme intellectuel, en écrivant des petites histoires, des contes, etc. Mais à un moment donné, il fait une lettre à Trujillo et ils s'en bat du pays. Ils s'en bat. Et en 1939, il était à Cuba, il a fondé le Parti révolutionnaire dominicain avec Ángel Miolan, qui était son camarade de toute la vie, Buenaventura Báez, et un groupe, il y avait un groupe d'exiliés. Mais la vision, c'était lui. C'est lui qui écrivait, c'est lui qui faisait les documents, etc. C'était lui le noyau du Parti révolutionnaire dominicain. Donc, en l'exil, il a construit une personnalité, pas seulement comme littéraire, mais comme homme de profondeur politique, tu vois. Il a été conseiller de Pío Socarrás en Cuba, président cubain. Il a eu de bonnes relations avec les noyaux démocratiques de l'Amérique latine, donc Betancourt, Pepe Figueres, etc. Donc les groupes qui étaient à l'époque. Mais il avait beaucoup de relations avec eux. Il avait une relation horizontale avec ces intellectuels qui étaient présidents en Amérique latine. Donc Juan Bosch s'était cultivé comme une personnalité intellectuelle et politique régionalement importante. Tu vois. Et bon, à la mort de Trujillo, il n'a arrêté d'écrire contre Trujillo. Hein. Il a écrit plusieurs articles, fascicules, livres. Il a un livre qui n'est pas tellement connu, s'appelle La Era de Trujillo, où il explique ils sont tous les mécanismes de la reproduction économico-sociale de Trujillo. Il explique ça d'une façon pédagogique incroyable. Tu vois. Donc il écrivait tout le temps sur la dictature. Et après que s'est passée la dictature, le PRD envoie une délégation à la République dominicaine pour négocier avec Balaguer l'implantation du Parti révolutionnaire dominicain à Santo Domingo. Sous la pression de la OEA, Balaguer accepte la commission du PRD et accepte l'implantation du PRD en République dominicaine. Bon, Bosch n'est pas encore arrivé, mais quand il est arrivé, c'était, je ne me souviens plus la date, mais 6 mois après, le parti était déjà bien placé et il arrive en tant que leader du parti. Il arrive fin 61, je crois. Oui, à la fin. Fin 61, début 62. C'est 5 ou 6 mois qu'il a passé. Après l'assassinat de Trujillo. Oui. Quand il arrive, il commence les allocutions radiales. Il va expliquer au peuple ce qui se passe dans le pays. Et c'est là où il se révèle comme un communicateur fantastique. Donc l'écrivain de Kant utilisait la même méthode pour se communiquer avec la population. Il expliquait la situation du pays avec une vision marxiste. Parce qu'il parlait des riches et pauvres. Il parlait de tutum potes. Donc les riches et les pauvres, les paysans. Donc il a utilisé des noms paysans pour expliquer la situation sociale du pays. Il avait des métaphores incroyables. Et il a éduqué les gens, tu vois, pour s'en sortir de la dictature. Mais voilà que Juan Bosch n'a jamais attaqué les fonctionnaires de Trujillo, les officiers de Trujillo, les employés des ministères. Non, il parlait de la tête. Il parlait des mécanismes de domination. Il parlait de l'armée, de la police politique, etc., etc. Donc il n'a pas attaqué les personnes. Il a attaqué les mécanismes de domination. Et c'est pour cela que quand Bosch va aux élections 63, et il y avait un parti, Union Civique Nationale, d'un homme très mémorable, M. Viriato Fiallo, mais c'était un groupe, encore une fois, oligarchique, de l'oligarchie dominicaine. En parlant dominicain, c'était les Blancs en République dominicaine, tu vois. C'est un groupe de la crème. Tandis que Bosch, c'était El Populacho. Voilà. Donc, quand il va aux élections, il y a une question que s'il va persécuter
les personnes qui étaient avec Trujillo. Il a dit, bon, la justice fera son travail avec les criminels et les voleurs. Les employés, ils devaient travailler pour vivre. C'était les employés. Donc ce n'était pas eux qui ont tué, ce n'est pas eux qui ont volé. Ceux qui ont tué, ceux qui ont volé, ils vont à la justice. Mais les autres, je pense qu'il ne faut pas se battre contre eux. Ce sont une partie du peuple. Et aussi, ils ont été victimes. Mais il a expliqué ça avec une maîtrise. Et c'est ça qui a donné un 65%, 63% de votes aux élections. Donc toute la masse, aussi les paysans, avaient peur de Trujillo. Il y a des paysans qui ne croyaient pas que Trujillo était mort. Encore. Donc pour les paysans, quelqu'un qui n'était pas tellement confrontationnel, tu vois, qui ne voulait pas de continuer les confrontations, les tueries dans les pays, il a semé, si tu veux, l'idée de calme dans le pays. Il a été très intelligent. Il y a des gens qui disent, bon, il était trujilliste. Non, il n'a pas été trujilliste. Il a su faire la transition. Voilà. Parce que tu ne pouvais pas faire, comment dire, des choucages. Non, tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas. Parce que plus de la moitié de la population venait de sortir de la dictature de Trujillo. Et plus de la moitié des emplois étaient l'État. Donc tu ne pouvais pas toucher la petite bourgeoisie, toucher les petits militaires. Non, tu ne pouvais pas déchouquer ça. Il fallait continuer avec une nouvelle vision politique. Et c'est ce qu'il a fait. Donc la transition a été initiée par Bosch. Par Bosch. Tu vois? Balaguer, après, il est revenu. Mais la transition a été placée par Bosch. Et voilà encore, le père de la démocratie. Il a joué en démocratie. Quand il est arrivé au pouvoir, c'est fini les excès d'argent pour voyager à l'extérieur. C'est fini les excès d'argent pour des fastuosités, etc., etc. C'était un gouvernement austère. Mais évidemment, il a eu des intérêts économiques qui ne voulaient pas accepter ça, surtout les militaires. Tu vois. Et malheureusement, les États-Unis à l'époque, qui voyageaient du communisme partout, quelqu'un qui n'avait rien du tout, jamais dans sa vie, il n'a pas été touché par les idées des communistes, socialistes, oui, mais pas communistes. Ils ont commencé à créer une campagne contre Bosch. Ils sont qu'ils étaient communistes. Parce qu'il a fait une réforme agraire. La réforme agraire n'est pas une question, c'est pas seulement communiste, la réforme agraire, c'est le point de départ pour le développement capitaliste, etc. Donc, les Américains, ils ne pouvaient pas accepter encore un gouvernement. Ils avaient peur d'un gouvernement démocratique en République dominicaine, tu vois, très proche de Cuba, etc. Ils voulaient quelqu'un qui saurait pu contrôler, et je pense que malheureusement, ils se sont trompés largement. Parce que Bosch, c'était l'homme pour assurer une transition calme. Oui. Et c'est ainsi que le coup d'État a eu lieu en septembre 1963. Oui, c'est ça. Donc ça a été stimulé, tout le monde le sait, les appareils d'intelligence aux États-Unis ont contribué à stimuler les militaires et l'Église de l'époque, la hiérarchie ecclésiastique. Non, tous les régimes réactionnaires de l'époque à ce moment-là ont participé, Duvalier ici, les Américains et tout. Et maintenant, Bosch va tomber, il va partir en exil, je crois qu'il va à Porto Rico. Oui, premièrement, il va à Porto Rico. Et c'est à partir de Porto Rico qu'il commence si tu veux, diriger un peu l'opposition. Mais après, il reste calme, et c'est Peña Gómez qui prend le leadership à l'intérieur de la République dominicaine. Oui. Donc c'était son élève. Oui, je me rappelle d'ailleurs son livre Démocratie dans la Caraïbe est dédié à Peña Gómez. Dédié à Peña Gómez, oui. Mais qu'il présente à l'époque comme l'avenir. Oui. C'était la. C'est pas. Il avait toute la confiance à Peña Gómez. Je pense que malgré les différences politico-idéologiques entre tous les deux, je sais qu'il a eu des situations personnelles entre les deux que je ne connais pas, mais on sent qu'il a eu aussi un malheur au niveau personnel. Oui, il y avait quelque chose d'intime qui s'est passé entre les deux. Oui, ça c'est sûr. Maintenant, Bosch, lui, pendant ce temps, sa carrière va continuer, comme tu l'as dit. Oui. Quand il va revenir, il ne pourra pas être candidat, il ne pourra pas faire campagne parce qu'il y a
il y a tous les attentats qui se font contre lui. Et il va se séparer du PRD, qui va devenir de plus en plus social-démocrate, pour fonder le Parti de la Libération dominicaine, qui va devenir, disons, qui va adopter ce qu'on appelle la théorie de la libération nationale, la gauche nationale. Ouais. Bosch a été à certains moments très influencé par Ho Chi Minh, par Castro, à ce moment-là, ce qu'il appelle le marxisme du tiers-monde. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'il va fonder ce qu'il appelait un parti politique moderne. Le PLD. Et il va faire un grand travail d'éducation, comme tu l'as dit, à la radio, dans les journaux et tout, à travers les revues Vanguardia, Politica et tout, avec toutes ces fascicules qu'il va publier. Et le PLD va grandir. Oui. Le PLD va grandir. Le PLD, je vais te dire, le PLD aux élections de 90 était déjà un grand parti. Il était déjà un grand parti, tu vois. Alors, comment est-ce que Bosch, tu l'as dit tout à l'heure, a pu construire ce parti et comment maintenant ce parti va s'orienter idéologiquement et politiquement? Est-il un parti de gauche nationale comme Bosch le voulait? Est-ce qu'il a fait preuve de pragmatisme? Oui. Bon, Bosch, il avait tout le temps la vision de gauche nationale, tu vois. Et il faut dire que Bosch était très original, par exemple. Lénine parlait de l'impérialisme. Bosch parlait du pentagonisme. Oui, il a un livre sur ça. Oui, le pentagonisme. Donc il développe toute une vision caribéenne, tu vois, sur la domination mondiale américaine, impérialiste en général, mais à partir de la vision caribéenne. Donc il était très original, il a éduqué les gens avec ses livres, tu vois. Alors, c'est pour cela qu'il a créé un parti, comme on dit, un parti de cadres, non? C'est un parti de cadre. Oui. C'est pas un parti de masse, c'est un parti de cadre. C'était un parti de cadre bien structuré, mais très effectif. Parce que c'était bien, avec une vision très claire. Donc le PLD a développé une capacité, par exemple, de captation de ressources incroyable. Le PLD demandait un centime dans la rue. Il vendait le journal, il vendait la revue. Donc c'était un parti vraiment fort, du point de vue structurel. Alors, en 90, avec la sélection que Balaguer a volée, il faut dire que son candidat à la vice-présidence, c'était Leonel Fernandez Reina. C'était tout jeune, mais Leonel était une espèce d'assistant personnel de Juan Bosch. Donc Leonel travaillait beaucoup avec Juan Bosch. Directement avec Juan Bosch. Donc il a été formé directement par Bosch. Je me demande si le jour où j'ai été sur Juan Bosch, il n'était pas là. Sûrement, parce que s'il recevait des intellectuels, Léonel était là. À l'époque, il était un jeune. Oui, très jeune. Très jeune, il était là à côté. Déjà longtemps, c'était en 89. Ouais. C'était longtemps, ça. Donc, il était tout le temps là. Donc, c'est pour cela qu'il a choisi Léonel, même s'il y avait d'autres dirigeants du parti qui voulaient la vice-présidence. Mais il a été clair. Non, c'est Léonel. Léonel est parti avec lui, faire la campagne avec Juan Bosch. Ça, c'est une école. C'est une école. Faire la campagne à côté de Bosch, c'est une école. Donc, quand il est venu comme candidat en 1994, c'était un jeune, mais déjà très, très doué. Ouais, très doué. Donc, ce n'était pas quelqu'un. Il était un dirigeant politique reconnu dans le pays. Il n'avait pas le leadership, mais c'était un grand élève de Juan Bosch. Alors, disons que aussi, quand la campagne en 90, Léonel, il avait déjà une certaine maîtrise des relations internationales. Et il a écrit un paquet d'articles en défendant les élections avec la vision des relations internationales. Je sais qu'il a fait même des voyages à l'extérieur pour défendre la victoire de son parti. Donc il s'était battu très très fortement. Max Puig, à l'époque, qui était dans le même parti, ils se sont battus, disons, internationalement pour défendre la victoire de son parti. Ils n'ont pas eu la chance, ils ne sont pas réussi comme Peña-Gómez en 1984, mais ils ont fait un grand effort. Donc, cette vol de sélection a fait comprendre au PLD qu'il fallait travailler aussi les masses. Alors, la défaite de 90, oui, de 1990. Oui, c'est ça.
Donc, à partir de là, les PLD commencent à avoir un changement, tu vois. Et ça devient petit à petit un parti de masse, parce qu'ils ont gagné le Parlement. Tu vois, ils ont gagné le Parlement. Donc, ils ont commencé un mécanisme hybride, parti des cadres. Et maintenant, pénétration des masses. Et pénétration des masses, tu vois. Donc, ils ont commencé à organiser les deux choses en même temps. Et je pense qu'ils ont eu une grande maîtrise pour pénétrer les masses. Parce que les PLD, en 90, c'était un discours complètement différent. Tu vois. Et bon, et je pense qu'ils sont développés un parti qui avait autour de 34% de l'électorat. C'est un bon pourcentage. Donc avec ces 34% de l'électorat, ils se sont lancés, tu vois, à la lutte électorale en 1994. À cette époque-là, il faut dire que Bosch ne pouvait plus être le candidat, parce que le professeur, il était déjà malade. Tu vois, il était très âgé aussi. Très âgé. Ouais, parce qu'il a mis en 1909, 1908, oui, je crois. Il n'a pas eu la même santé devant la guerre. Il avait une maladie qui l'empêchait vraiment de participer à une activité électorale. Il était aussi un peu décoté dans le parti parce qu'il ne pouvait pas. Il était là comme figure, tu vois, la figure principale, beaucoup de respect pour lui et tout, mais il n'a pas pu se mélanger dans toutes les affaires de la campagne. Il avait déjà 86 ans. Oui, oui, mais surtout la maladie. Hein. Donc, c'est pour cela que l'équipe qui prend en main le parti en 1994, c'est une nouvelle équipe. Tu vois, c'est une nouvelle équipe. Et c'est là où Lionel sort comme candidat. Tu vois. Et, étant donné qu'il avait été déjà le candidat à la vice-présidence, ils ont fait des primaires à l'intérieur du parti et il a gagné facilement, très facilement. Donc il avait déjà son charisme, il avait sa capacité aussi cette capacité de communication qu'il avait hérité de son professeur, tout ça, il pouvait faire tout ça. Donc c'est ça qui a facilité qu'elle soit choisie comme candidat du PLD. Et c'était, je pense, que le candidat le plus jeune qu'on a eu dans l'histoire politique dominicaine. Maintenant, de 1994 à 2012, ça fait 18 ans. Pendant ces 18 années, Leonel Fernandez, il a dominé la scène politique dominicaine, pratiquement. Il faut le dire. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler en long et en large de son itinéraire, de ses idées et de son action maintenant, comme l'État? Bon, il faut dire que l'arrivée au pouvoir de Leonel Fernandez et du PLD, ça s'est produit avec un dose de pragmatisme que le PLD n'avait pas avant. Tu vois? Donc, si tu veux, dans cette vision... Il a étudié où? Il a étudié aux États-Unis, je crois. Oui, mais il était jeune. Il s'est fait avocat à l'Université autonome de Santo Domingo. Ouais. Mais je pense que ce pragmatisme a changé un peu le PLD. Évidemment, pour pouvoir conduire un processus politique nouveau et participer aux activités électorales de façon permanente, il fallait donner plus de poids au parti de masse qu'au parti de cadres. Tu vois. Mais l'avantage qu'ils ont encore, c'est que cette partie des cadres, cette structure reste encore. Et disons que les décisions politiques sont collectives. Tu n'as pas un caudillo au PLD. Sont collectives. Il y a le comité central, il y a le comité politique, il y a le comité de base, il y a tout. Donc ils ont toute une structure de prise de décision à l'intérieur qui donne la force à cette partie. Et même si je te répète, si c'est un parti de masse, ils sont capables de prendre des décisions collectivement. Tu vois? Donc à l'intérieur, ça fonctionne la démocratie. Tu vois? Et c'est une force politique. Parce que si tu es capable de tracer une ligne et que tout le monde l'accepte, ça c'est la garantie de triomphe. Tu vois? Mais je pense que après ça, tu sais, le monde aussi a changé beaucoup. Et maintenant, le PLD, ce n'est plus un parti qui cultive les idées de gauche.
c'est un parti plutôt de centre-gauche, tu vois. Il y a beaucoup de personnalités qui continuent dans le PLD, qui sont encore là, ils gardent encore la pensée de gauche, mais en réalité, c'est un parti centre-gauche, tu vois. Ce n'est pas un parti de gauche. Par exemple, ils se sont rapprochés beaucoup de la social-démocratie. Et ils sont observateurs à l'intérieur de la social-démocratie. Le PLD est membre de la social-démocratie, mais eux, ils sont observateurs. Donc, si tu veux, dans le plan national, les deux partis ont un peu la même... Justement, c'est ce que j'allais te demander vision, finalement maintenant. La même vision. Quelle est la différence entre le Parti de la Libération et le Parti de la Révolution dominicaine? Ils ont la même vision. La différence plus forte, du point de vue de la composition du parti, c'est que le PRD, il a une population depuis 40 ans, 50 ans. Et le PLD a profité beaucoup de la base sociale du parti réformiste social-chrétien, l'ancien parti de Balaguer. Ils ont beaucoup profité de cette base. Ah oui, et comment ça? Bon, tu sais, Balaguer, c'était un populiste. Donc Ouais, il avait une base... Un populiste, oui. Balaguer est un populiste. Il avait une base sociale très large, au niveau des paysans, des quartiers, etc., etc. Donc, surtout avec ses pratiques de bodega populaire. Exactement. Donc, le PLD a pu conquérir, pas seulement le vote de ces couches sociales, mais aussi la sympathie. Et c'est pour cela que le Parti réformiste social-chrétien, d'être le deuxième parti du pays, est devenu le troisième avec une grande différence. Parce qu'à l'intérieur, ils se sont divisés, mais la base sociale est passée à côté du PLD. Donc le PLD a hérité la base sociale du Parti réformiste. Et ça oblige à un pragmatisme au niveau politique pour ne pas toucher cette base sociale. Donc, et le parti, le PLD, surtout le président Fernandez, il a été un maître pour se mobiliser, tu vois, d'un côté et de l'autre. Mais cependant, la question que je me pose là maintenant, est-ce qu'on peut dire que Balaguer aussi, parce qu'il n'était pas vraiment démocrate, a toujours considéré le Parti réformiste chrétien plutôt comme un groupement électoraliste? Il ne l'a jamais vraiment organisé comme parti. C'est le leader charismatique, c'est le grand maître, c'est le docteur, mais le parti en tant que tel n'a jamais fonctionné comme ça. Non, il a toujours dit que Balaguer, il avait une compte électorale personnelle. Oui, c'est ça. Il est toujours sûr d'avoir 500 000 et 8 000 personnes à voter pour lui, oui, à cause de cette politique populiste, oui, justement. Oui. Donc le parti les suivait. Oui, c'est tout. Mais le parti n'était pas un parti moderne. C'est une mouvance, mais ça n'a jamais été vraiment plus qu'un parti, c'est une mouvance. Et à la longue, le PLD l'a absorbé. C'est pour ça que le PLD a pu absorber cette base. Oui. Si le Parti réformiste aurait été structuré pareil que le PLD, ça aurait été plus difficile. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Parce que Balaguer a toujours pris l'habitude de décider tout seul. Ouais. Et tous le suivaient. Oui. Donc il n'est plus là, la famille est dispersée. Maintenant, peut-on dire qu'en République dominicaine, au niveau politique, la scène politique est dominée par la gauche? Je pense que la scène politique est dominée par la gauche, dans un sens large de gauche, parce que la gauche... Oui, c'est très vaste, oui. C'est tout un éventail. Oui, il faut dire qu'en réalité, disons, la pensée traditionnelle du pays n'est pas majoritaire. N'est pas majoritaire. Et de là, est-ce qu'on peut conclure que cette idéologie, entre guillemets, anti-haïtienne n'est pas majoritaire maintenant? Oui, c'est possible. Mais elle a la vie dure. Oui, mais tu sais, il y a même des groupes organisés qui sont anti-haïtiens. Mais cette idéologie n'est plus pratique pour le moment qu'on vit aujourd'hui. Ça ne paye pas. Donc ça, c'est difficile à soutenir, tu vois. Et pourtant, quand ce n'est pas un mécanisme, un instrument de nomination importante, ça flotte, mais ce n'est pas une mission décisive dans le pays. Ouais. Mais comme tu dis là, c'est une gauche très large. Oui.
Disons que c'est le centre. Disons que Centre-gauche. Ouais. Centre-gauche. Le centre. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la gauche, c'est centre-gauche. Parce que si on va analyser de façon plus en détail, bon, centre-gauche. Surtout que j'étais un homme de gauche, Oui. en ma jeunesse. Et, Ouais. et je pense que je continue à avoir une pensée de gauche. Oui. Maintenant, est-ce que ça veut dire, par exemple, que Wang Bosch, il est mort, il est passé. Est-ce qu'il n'y a pas de trahison de la pensée de Bosch dans le PLD ou bien il y a une déviance? Je pense qu'il y a eu... on ne peut pas parler de trahison, parce Non. que les circonstances, les moments sont complètement différents dans les pays et dans le monde. Tu vois, je pense qu'il a toujours une vision qui est derrière, tu vois. Il a une vision toujours qui est derrière, et surtout, il y a une récupération permanente de la personnalité et les exemples de Wang Bosch. Oui, parce que je me rappelle un texte assez virulent que Bosch avait écrit contre la social-démocratie, qui était vraiment dur, présentant comme la béquille de l'impérialisme. Oui. Est-ce que ce rapprochement avec l'international socialisme est observateur? Bon, comme tu dis, il y a des raisons pragmatiques, politique d'État, politique de parti. Est-ce que Bosch l'aurait admis, d'après toi? Bon, je pense que Bosch, on ne peut pas faire cette analyse. Parce que Bosch, c'est un homme qui a aussi évolutionné. Le Bosch des années 40 n'est pas le même Bosch des années 80. Et surtout, oui, c'est ça. Lui aussi, il a fait un changement dans sa vie, tu vois. Il a passé de la centre-droite, il a passé à Bosch. Ouais. Donc la pensée politique ne peut pas être étatique. Tu vois. Ce sont les circonstances qui t'obligent à fixer des positions. Tu vois. Et je pense que Bosch, jeune, 20e siècle, je pense que peut-être la continuité serait un homme de gauche. Mais ce n'est pas la... C'est difficile. Parce qu'il était aussi un homme très intelligent. Et la principale caractéristique de l'intelligence, c'est l'adaptation. C'est la faculté d'adaptation. Oui. Peña Gómez, parle-nous de lui un peu. Peña Gómez, il a été en réalité le chef du PRD, comme je dis, après que Bosch est parti. Et Peña Gómez, c'est un homme qui était tout le temps social-démocrate, avec tout ce que ça implique. Donc, il n'était pas un radical. Il était un socialiste modéré, n'est-ce pas? Et Peña Gómez, c'était un homme qui a prôné tout le temps, c'était un homme très, très honnête, c'était un homme très, comment dirais-je, qui travaillait beaucoup, tu sais, il travaillait tout le temps. Donc et Peña Gómez, il avait un style différent à Bosch. Bosch était très didactique. Peña Gómez, il parlait beaucoup à la radio. Mais ce n'était pas la pédagogie, c'était l'enthousiasme. Il avait un verbe très chaud. Il enthousiasmait tout le monde le suivait par sa force. Tu vois. Oui. Mais il n'a pas laissé, disons, un héritage pédagogique, des publications comme Bosch, tu vois. Et il a écrit des livres, mais ce sont des livres politiques, sur des circonstances politiques. Et donc il était plutôt un homme de la rue, il était un leader du béton, c'était ça. Donc, et Peña Gómez, tout le monde l'aimait parce qu'il avait cette sympathie, cette charisme. Et Peña Gómez, il pouvait passer chez toi, il disait bon, mange avec nous, il se mettait à manger avec toi. Ce n'était pas un homme de protocole, tu vois, c'est un homme très très ouvert. Un homme du contact direct. Oui, du contact direct. Donc, mais chaque fois qu'il avait un problème en République dominicaine, tout le monde entendait la voix de Peña Gómez. Et il faut dire que Peña Gómez, même s'il avait cette éloquence et cette verve flambante. Balaguer disait qu'il était le plus brillant orateur de sa génération. Oui, je pense que oui. Il était le plus brillant orateur, mais il était aussi modéré. Même s'il parlait comme ça très fort, quand il avait un problème, il savait apaiser l'enthousiasme des gens. Plusieurs fois, il a fait ça. Tu vois.
Et donc, il a été persécuté terriblement par Balaguer. Il a dû sauver la vie 3 ou 4 fois, tu vois. Mais jamais il a réactionné avec amertume face à Balaguer. Il a toujours été un homme politique. Jamais la question personnelle n'était au milieu de la vie de Peña Gómez autour de ses opposants, tu vois. Donc c'est surtout un homme qui a éduqué par l'exemple, tu vois. C'est son exemple qui a éduqué les gens, de la noblesse qu'il avait, tu vois. Imagine que quand il est mort, il avait déjà souffert la défaite 96. Il a fait un discours pour pardonner tous ceux qui se sont opposés. Il a fait le pardon à tout le monde, à tous ceux qui l'avaient aggravié. Et il faut dire qu'il a été aggravié au niveau personnel. Tu sais, très aggravié. Et lui, il a eu la force. Ça veut dire qu'il a été blessé. Oui, très blessé du point de vue affectif. Tu sais, la campagne comme un haïtien, antinational, etc., vraiment, c'était trop. C'était trop. Ça avait une allure raciste. Oui. Donc ça, il a souffert ça beaucoup. Et beaucoup de personnes pensent que le cancer qu'il a tué, c'était un peu le stress qu'il a provoqué, la situation qu'il a vécue à ce moment-là. Tu vois? Parce que c'était incroyable. Tout le monde aimait Peña Gómez. Même au niveau de la population dominicaine, il s'acceptait que c'était un grand leader. Il fallait négocier avec lui. Mais en même temps, au niveau personnel, on le méprisait. Et ça, ils sont très. On le méprisait. Oui. Qu'est-ce qui explique ça? Bon, est-ce que c'est le vieux fond anti-haïtien? Oui, non, c'est aussi le racisme. Pas seulement anti-haïtien, c'est aussi le racisme. Et lui, il était très sensible à ça, tu vois. Il a vécu, dès qu'il est né, il a vécu le racisme. Et ça, pour lui, c'était très sensible. Je me souviens, à un moment donné, dans une des campagnes électorales, je pense que c'était la campagne 96, parce que j'ai collaboré avec lui plusieurs fois dans sa campagne. Et il m'a invité un jour à son bureau, l'International Socialiste, parce qu'il avait quelque chose à me dire. Bon, et on a commencé à parler du racisme. Et j'ai commencé à l'expliquer qu'on ne pouvait pas réagir au racisme de la façon comme il le fait. Et j'ai commencé à citer des auteurs, tu vois, importants de l'Europe, Et je vais te dire, n'importe l'auteur que j'aurais cité, il les connaissait. Donc il connaissait bien les sujets racistes. Mais dès qu'on le touchait, il était incapable de s'arrêter. Il devait réagir tout de suite, tu vois, parce qu'en réalité, c'était plus fort que lui. Donc il souffrait beaucoup la discrimination, parce qu'il savait qu'il avait un potentiel politique, il était un grand chef politique, il avait plus de la moitié de la population dominicaine derrière lui, et il ne pouvait pas avancer à cause de la couleur de sa peau. Ouais. Donc pour lui, c'était vraiment dur. Et c'est un homme, je pense que ça a été une grande perte qu'on a eu avec Peña Gómez. Je regrette beaucoup que Peña Gómez n'a pu gouverner le pays. Tu vois? Parce que je pense qu'un gouvernement de Peña Gómez, ça aurait fait une contribution importante aussi pour le pays. Eh bien, Ruben, je pense que je n'ai plus qu'à te remercier. Merci d'avoir accepté de venir ici et puis d'avoir parlé aussi simplement de ce sujet aussi difficile. Et j'espère que les gens, tous ceux qui ont écouté, toutes celles, eh bien, ont beaucoup appris. Bon, je te remercie de me donner l'opportunité de revenir à l'université. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup et bonne journée.